Nous nous retrouvons pour la deuxième partie des 24 heures pour rebondir de Second Souffle Lyon. Merci d'être avec nous. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'instant. Et donc, pour cette deuxième partie, nous allons commencer nos 3 tables rondes pour parcourir le chemin de l'entrepreneur tout au long de la vie de son projet et voir quels sont les acteurs clés de son écosystème. Pour cela, donc, je vais vous proposer 3 tables rondes. La première qui va concerner le lancement du projet, les premières années de ce projet. La deuxième table ronde sera consacrée au développement et à la stabilisation du projet. Et enfin, la troisième table ronde sur la transmission, choisie ou subie. Pour chacune de ces tables rondes, on va avoir le plaisir d'accueillir 2 entrepreneurs qui vont nous partager leur expérience par rapport à la connaissance de cette compréhension de l'écosystème, voir si sur ces phases de création, de lancement, ils connaissaient bien l'écosystème, voir en quoi l'écosystème est important. Et puis nous accueillerons également 3 experts qui sont 3 membres de l'écosystème, 3 acteurs clés durant ces étapes-là. Et donc pour commencer, pour cette première table ronde, je vais accueillir Étienne Coupé, Jérôme Héninger, Marc Poisson, président de l'URSSAF Rhône-Alpes, Vincent McCoy, Pôle emploi, chef de projet Auvergne-Rhône-Alpes, et enfin Étienne Taponnier, directeur Auvergne-Rhône-Alpes de l'ADI. Merci, messieurs. Alors je tiens à préciser que le plateau va être beaucoup plus équilibré au fil de l'après-midi, car en le disant, je m'aperçois que pour l'instant, je n'accueille que des messieurs. C'est un plaisir quand même. Alors, pour commencer, j'aimerais laisser la parole à Étienne pour qu'il nous partage son expérience par rapport à cette phase de lancement où l'on pense, où on initie, où on lance avec toute son énergie son projet. Bonjour Étienne, et je te laisse du coup te présenter et nous partager ton expérience. Je vais vous raconter 3 expériences en fait entrepreneuriales. Donc la première, c'est 2007. J'ai créé une première boîte qui s'appelait Aiko. C'est une boîte d'ingénierie du bâtiment que j'ai développée, j'ai commencé tout seul, je l'ai développée sur une dizaine d'années pour arriver à 10 personnes, 1 million de chiffre d'affaires, une boîte qui se portait vraiment très bien. Je gagnais très bien ma vie, sauf que, ironie du sort, c'est moi qui ne correspondais plus à cette boîte au bout de 10 ans. Et je me levais le matin, je ne savais plus pourquoi j'allais dans cette boîte. La boîte n'avait pas changé, c'est moi qui avais changé. J'étais clairement en perte de sens dans cette boîte. Pour autant, j'y allais, ça marchait bien, tout allait bien, sauf moi. Alors, je fais partie d'un réseau qui s'appelle le CJD, un réseau partenaire, et à l'occasion d'une plénière, on a visionné un film qui s'appelle Demain. Alors, ça peut paraître candide, ça parle peut-être à certaines personnes. Et il y avait sur ce documentaire un volet permaculture. Et j'ai vu ça a été la claque. Je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Ça fait 15 ans que je suis derrière mon ordinateur, que j'ai l'impression de rien faire, à part remplir des tableaux Excel. Je veux avoir un impact positif sur l'environnement. C'est ça que je veux faire. Je ferai ça avec mes mains. C'est fabuleux. Je ferai ça dans 5 ans. L'appartement sera payé. Je serai tranquille. Bon, les 5 ans se sont transformés en 2 ans, en fait. J'étais aspiré, enfin, je me suis auto-aspiré, en fait, dans le projet. Je me suis engagé là-dedans, et à tel point que j'ai décidé de vendre mon entreprise. Donc j'ai mis en vente, j'ai trouvé des acquéreurs. Et au moment de signer la LOI, pas de bol pour moi, mon couple explose. C'était un projet de vie, c'était un projet de famille. Et là, mon couple explose. Bon, pas très drôle. Je le raconte avec le sourire maintenant, mais sur le moment, c'était assez moyen. Qu'est-ce que je fais? J'y vais quand même tout seul. Je fais marche arrière. Et puis je me suis dit, bon, j'y vais quand même tout seul. J'ai déjà créé une boîte. Je vais rebondir, je vais trouver les ressorts, je vais trouver des nouveaux associés. Donc je vais au bout de la démarche, je me forme pendant 1 an. Je fais un brevet professionnel de maraîchage à Écully vraiment pour devenir maraîcher. Pendant cette expérience, je me suis rendu compte de 2 choses. Un, que ma nouvelle vie, alors en fait, j'ai eu la chance de rencontrer une nouvelle personne, on s'est installé, famille recomposée, mais qui me vise sur Lyon. Et faire de la permaculture, du maraîchage en habitant dans Lyon, ça perdait un peu de son sens. Ça, c'est le premier point. Et puis, pendant tous mes stages, en fait, que j'ai adoré, vraiment, mais parfois, je me suis retrouvé à 4 pattes pendant 3 heures à désherber des plants de carottes. Un plant de carottes, c'est haut comme ça, et ça vous laisse le temps de réfléchir. Et là, je me suis dit, pendant ces 3 heures, est-ce que c'est là que tu as le plus gros impact environnemental? Puis je me suis dit, non, c'est con, en fait, ça fait 15 ans que tu fais un métier que tu maîtrises, tu es reconnu pour ce métier.
est-ce que c'est pas avec cet outil-là finalement que tu aurais pu avoir l'impact, quoi. Et là, c'était un peu un nouveau déclic en fait, en disant mais ouais, en fait, faut que tu fasses converger le métier que tu connais et ces convictions, ces nouvelles convictions pour faire un nouveau projet entrepreneurial qui soit en fait la convergence de tout ça et qui redonne du sens en fait à tout ce que je voulais faire. Donc j'ai recréé cette nouvelle entreprise qui s'appelle Amédiosphère en plein confinement en avril 2020. Voilà, c'est l'immatriculation. Et je vous garantis que faire quelque chose avec du sens, en sachant pourquoi, et pas juste remplir la tableau Excel, ça change à peu près tout. Et voilà. Et aujourd'hui, j'en suis là. Et le lancement n'a pas été simple. On en parlera peut-être, mais plein de doutes. Et aujourd'hui, j'en suis ravi, en fait, parce que je sais pourquoi je le fais et ça marche. Et alors, voilà. pendant tous ces différents rebonds, ces différentes aventures que tu nous as racontées, merci beaucoup, qui ont été les acteurs clés vers qui tu t'es tourné, qui ont eu un rôle, qui t'ont permis de prendre certaines décisions? Alors, un premier acteur clé, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a eu le CJD. Il y a Alex qui est présent, qui est par là, qui m'a rappelé, je me souviens, c'était en février 2019, j'étais en plein doute, j'étais dans un stage chez des maraîchers qui fumaient un peu trop la ganja en plus, j'étais... Voilà, petite boutade. Et Alex m'a appelé à ce moment-là, il me dit ouais, alors j'avais quitté le CJD, grosse erreur, pendant 1 an, parce que comme j'avais vendu ma société, je voyais plus trop ma légitimité dans ce réseau, je me suis dit, je suis plus entrepreneur, pourquoi je serais dans un réseau entrepreneur, voilà. Et en fait, c'était une grosse bêtise parce que j'ai vécu j'ai vécu quelque chose d'assez bizarre. Je pense que c'est une espèce de passage à la retraite anticipée où finalement, ou alors une petite mort où tout le monde vous dit ah c'est dommage, vous étiez fabuleux, voilà cette personne a disparu, elle était fabuleuse et voilà. Mais on disparaît en fait. Enfin, j'ai eu ce sentiment de disparaître socialement, professionnellement, de disparaître. Et avec ce coup de fil, en fait, qui m'a finalement réintégré au CJD, et je te remercie Alex, ça m'a remis un pied dans le réseau et dans une dynamique et de partager avec des pairs, en fait, tout simplement, de partager ses doutes. Est-ce que, voilà, j'en suis là aujourd'hui, voilà où j'aimerais aller. C'est le premier partenaire hyper important. Les deuxièmes partenaires très importants, c'était mes anciens clients. Avec qui je n'avais pas perdu le contact, et certains, les plus proches, et qui, au moment où j'ai cédé la société, j'ai fait le tour de tous les clients, et c'est là où ils m'ont dit ah mais c'est dommage, voilà, comme quand on meurt, quoi. On est fabuleux, mais c'est dommage que tu arrêtes et tout. J'ai dit fallait me le dire avant. Sauf que on vous le dit pas quand tout va bien, on vous le dit pas en fait. C'était ça la leçon. Mais en fait, j'en ai gardé un truc, c'est que je me suis dit le jour où je me relance, si je me relance dans ce métier-là, c'est que tous ces gens-là, je vais aller les revoir et je vais leur demander pourquoi en fait ils aimaient travailler avec moi, ou avec nous, et pourquoi qu'est-ce qu'ils venaient chercher chez nous. Et donc je suis allé les voir avec une démarche complètement différente d'une démarche prestataire-client, mais plutôt en disant voilà, plutôt dans un retour miroir. On s'appréciait mutuellement, on était partenaires. Qu'est-ce qui fait, de quoi vous avez besoin en fait, plutôt en mode écoute, en mode partage, avec une relation complètement différente. D'accord. Ça, c'est l'autre partenaire. Enfin, les autres partenaires. Cultiver les réseaux, cultiver ses relations business, etc. Et ne pas hésiter à s'ouvrir pour ne pas tomber dans l'isolement. Exactement. Très bien. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci à toi. Je vais laisser la parole à Jérôme. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là, donc directeur général de Cantis. Cantis, tu veux que je te présente ? Je veux que tu nous présentes qui tu es, ton œuvre, tout. Très bien. Cantis, Cantis est une plateforme collaborative, ce qui va nous permettre de rebondir sur le témoignage d'Étienne sur la notion d'importance de l'écosystème et du réseau. Quand je dis que nous sommes une plateforme collaborative, c'est-à-dire que l'on aide les entreprises à augmenter leurs performances grâce aux connexions, grâce aussi à la mutualisation de leurs moyens. Alors concrètement, en fait, en 2001, on a commencé avec 4 dirigeants de la région Rhône-Alpes à travailler sur la mutualisation des achats. Donc en fait, notre métier est de massifier des volumes pour après pouvoir négocier avec des fournisseurs des conditions optimisées, alors à la fois qualitatives, tarifaires et autres, pour que nos adhérents puissent avoir accès à des tarifs qu'ils ne pourraient jamais avoir tout seuls, comme des grands groupes. Et puis petit à petit,
de 4, on a commencé à grandir. Le mot s'est passé dans les différents réseaux qu'il existait quelque chose sur Lyon, où les gens savaient travailler entre eux. Et puis on a commencé à essaimer un petit peu sur le territoire national. On a co-construit, parce que c'est aussi une valeur de Cantis, et on a co-construit ensemble de nouvelles offres autour de la mutualisation. Donc après les achats, on a travaillé avec en fait Cantis Compétences les sujets de RH, donc aussi bien de la formation. On va jusqu'à créer des universités d'entreprise aussi. Et puis un autre exemple concret, en travaillant ensemble, on a créé Cantis Alliance pour non pas seulement acheter ensemble, mais aussi créer et animer des groupements de vente. Voilà. Donc on est bien dans la logique, comme disait Einstein, que le plus important, ce n'est pas la taille du cerveau, mais c'est bien le nombre de connexions, et que c'est vraiment le sel et vraiment le moyen d'avancer plus vite et plus loin ensemble. Voilà. Donc dans le modèle d'entreprise, clairement, il y a cette notion d'écosystème. Oui. Est-ce qu'il y a des jeunes entreprises qui intègrent dès le début votre écosystème ou... Pour donner, Laurent, aussi un ratio, aujourd'hui, il faut savoir que 30 000 entreprises nous utilisent en France. Donc, bien entendu, sur des métiers très différents les uns des autres. Donc, régulièrement, nous avons de nouveaux adhérents qui nous rejoignent, aussi bien des entreprises artisanales du BTP, des entreprises de services. On a aussi des entreprises du paysage, puisqu'on a l'Union nationale des entreprises du paysage qui nous utilisent. Donc, vraiment des métiers différents. Mais à chaque fois, j'ai toujours envie de dire qu'on n'en a pas assez de nouvelles entreprises. Parce que souvent, les dirigeants se disent « Oui, mais attendez, c'est un bel outil, mais je suis trop petit, je ne suis pas légitime. » Alors que non, pas du tout. Au contraire, c'est vraiment chacun apporte sa pierre à l'édifice. Donc les petits, les moyens, les gros, c'est pas grave. L'objectif, c'est qu'on soit tous ensemble et qu'ensemble, on puisse peser encore plus. Et alors, selon toi, les acteurs clés de l'écosystème pour un créateur, pour... une entreprise qui se monte? Clairement, je pense que rejoindre un ou plusieurs réseaux, alors bien entendu, en sachant pourquoi on rejoint aussi tel ou tel réseau. C'est-à-dire qu'il faut bien définir le réseau dont on a besoin. Alors quand je dis dont on a besoin, ce n'est pas forcément économiquement pour son entreprise. Ça peut être aussi humainement pour soi-même. C'est-à-dire qu'à un moment, un réseau, il est aussi là pour vous aider à grandir vous, et puis indirectement, en travaillant sur vous, en travaillant peut-être sur des concepts, et puis en les ramenant dans votre entreprise concrètement, c'est là aussi qu'on va faire grandir l'entreprise. Donc c'est un peu en allant se nourrir à l'extérieur qu'ensuite on peut rebondir différemment dans sa boîte. Très bien. Merci beaucoup. Merci Jérôme pour ce témoignage. N'hésitez pas, Étienne, Jérôme, à intervenir pendant que nous échangeons avec nos invités. Donc, je vais maintenant me tourner vers vous, Marc. Marc Poisson, donc président URSSAF Rhône-Alpes, mais pas que. Donc, je vous laisse dire quelques mots pour vous présenter. Je suis président d'une entreprise qui existe depuis 1850. Ah, vous ne les faites pas. Qui en a un an, mais je me conserve plutôt bien en ce moment, ça va. Qui en est à la 5e génération, puisqu'elle est dans la même famille depuis 5 générations, la 6e étant entrée de façon embryonnaire il y a 8 mois dans l'entreprise. Donc on va commencer par le laisser grandir simplement et calmement. D'accord, très bien. Accessoirement, je préside effectivement l'URSSAF Rhône-Alpes, qui est plus une passion et un désir de m'investir à titre personnel dans la vie en société, et qui ramène par rapport à l'intérêt que je porte sur l'entreprise et l'environnement de l'entreprise. D'accord. Alors, l'URSSAF, souvent, très souvent, trop souvent, pour un dirigeant, un entrepreneur, même dès le début, on se dit pourvu que je n'ai jamais affaire à eux. En gros. Alors, c'est très bizarre parce qu'on ne doit pas avoir les mêmes relations. Alors, c'est peut-être parce que je fais 1m93 et ça peut peut-être être impressionnant. Ah, mais c'est ça. Mais il s'avère qu'en fait, moi, quand j'ai été élu président de cette association, puisque c'est une association, je m'attendais à ce qu'effectivement, j'allais en prendre plein la figure à chaque fois que j'allais à un repas familial, et là, dans le meilleur des cas. Parce que dans la famille, il y a quand même une petite retenue, quoique. Et en fait, je me suis rendu compte, non, il y a eu quelquefois des expériences pas faciles, évidemment, pas faciles. Mais il faut comprendre ce que c'est que l'URSSAF en tant que tel. C'est une association qui dispose d'une délégation de service public et qui a pour mission de collecter l'argent qui provient des charges sociales issues du travail. Or, tout est déclaratif. Donc, on n'est pas obligé de croire chacun d'entre nous sur parole.
Vous, d'ailleurs, par rapport à moi, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. Et donc, bien évidemment, il y a des contrôles qui se mettent en place. Et effectivement, les contrôles peuvent quelquefois être douloureux. Soit il y a erreur de notre part et globalement dans les commissions d'arbitrage qui s'en suivent et les tribunaux, hein, puisque l'URSSAF interprète la loi et que son interprétation vaut l'interprétation de la partie d'en face, et que c'est les tribunaux qui tranchent, in fine, et entre-temps, on a ce qu'on appelle la commission d'arbitrage, qui nous permet de revenir sur des décisions qu'on aurait trouvées un petit peu excessives et erronées surtout, qui viennent souvent de jurisprudence que le contrôleur ne connaissait pas en temps et en heure, et qui sont apparues récemment. C'est souvent sur cette base-là qu'on est obligé de rectifier un peu nos décisions. Et effectivement, ça peut être douloureux. Mais l'URSSAF, en Rhône-Alpes, c'est 43 milliards d'euros à peu près. Enfin, je parle avant Covid. Hein. Après Covid, les chiffres, on va les revoir à nouveau parce que c'est plus tout à fait ça. Mais 43 milliards d'euros. Rhône-Alpes est la deuxième URSSAF de France, après Île-de-France, qui fait 100 milliards. La troisième est en PACA à 20 milliards. Et on collecte 43 milliards d'euros. Ces 43 milliards d'euros restent 48 heures au maximum dans nos comptes. Et ensuite, ils sont redispatchés dans ce qu'on appelle les caisses de répartition, la maladie, le chômage, enfin toutes les caisses sociales dont nous avons besoin au quotidien. Donc il y a une vraie utilité, et par-delà le côté financier qui peut effectivement être désagréable lors d'un contrôle ou d'une incompréhension, mais je pourrais peut-être revenir là-dessus puisqu'on est en train de travailler très en amont sur le sujet. Il y a quand même un modèle social, et l'URSSAF est un des éléments fondamentaux du modèle social. Quand on a vu le Covid, la première des décisions qu'on a prises, et c'était rarissime dans toute l'histoire de l'URSSAF, c'était on stoppe les prélèvements des entreprises, et surtout on stoppe les prélèvements salariales, puisqu'il y a un sacro-saint à l'URSSAF très particulier, c'est que les prélèvements liés à la part salariale sont intouchables. Et il faut que l'entrepreneur les paye d'une manière ou d'une autre, sinon il n'y a pas de discussion possible avec l'URSSAF. Et là, pour le coup, dans les 2 mois de confinement, on a fait tomber ces tabous-là. Après, maintenant, pour ce qui est des relations au quotidien avec chacun et chacune d'entre vous, chacun et chacune des entrepreneurs, et je le suis quand même 90% de mon temps, on rentre dans ce qu'on appelle le cadre de la loi ESSOC, qui est une loi qui régit un petit peu les relations que nous avons avec nos cotisants, avec des obligations très particulières, mais chiffrées, quantifiées. L'obligation de répondre au téléphone, par exemple, de façon régulière. Ça vous paraît bizarre, mais on a des critères de qualification. Mais je crois que c'est vrai pour nous, mais c'est vrai aussi pour beaucoup d'autres administrations et divers. Et nous avons des obligations de rendez-vous également. On est obligé, et c'est tant mieux d'ailleurs. C'est quand même dommage d'en arriver à être obligé, mais dans le cadre de la loi ESSOC, dans le cadre de nos critères de performance qui aboutissent à des résultats concrets en termes budgétaires, on a l'obligation d'assurer des rendez-vous. Et un cotisant qui dirait « je ne suis pas reçu par l'URSSAF », c'est nous qui serions en faute si cela est démontré. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil ou comme bonne pratique à un créateur, à un jeune entrepreneur, une jeune entrepreneur, pour que ses relations avec l'URSSAF soient les meilleures possibles? C'est un conseil que je donnerais d'une façon générale, en commençant, en continuant, en arrêtant ou en recommençant comme monsieur, d'une manière ou d'une autre. C'est toujours avoir un échange et un dialogue. Et même si quelquefois on n'est pas forcément à l'écoute, parce que je pense qu'on a fait d'énormes progrès, mais in fine, on est encore très perfectible, il faut insister, ne jamais laisser traîner une question qui n'aboutirait pas à une réponse, et surtout n'allez pas deviner la réponse, parce que vous seriez surpris. L'intérêt de l'URSSAF est qu'il y ait un maximum d'entreprises sur Terre. L'intérêt de l'URSSAF, elle est que toutes les entreprises vivent, parce que l'objet social de l'URSSAF, c'est de récupérer de l'argent pour les charges sociales, pour les actions sociales de ce pays. Et que c'est fondamentalement essentiel pour, je pense, en partie pour notre démocratie. Donc ne jamais avoir peur de prendre son téléphone, d'écrire, toujours un acte écrit, un mail, parce que dans ces cas-là, ça remonte. Et nous avons en place un médiateur, par exemple, qu'il ne faut pas hésiter à saisir. Il n'est pas assez connu, ça fait partie des actions de communication qu'on va mettre en place. Alors tout ça a été un peu étouffé par le Covid, pour être franc. Mais il va bien falloir qu'on retrouve un peu l'axe normal de la vie. Nous avons un médiateur qui doit vous recevoir et qui peut faire le lien quand il sent l'urgence, quand il sent la prééminence d'une question, quand il sent que quelqu'un a été pas traité à la hauteur où il devait être. Cette personne a tout pouvoir d'intervenir à la direction de l'URSSAF Rhône-Alpes de façon à ce que les choses puissent avancer.
Très bien. Merci beaucoup. N'hésitez pas à poser vos questions pour qu'on puisse avoir un maximum d'interaction avec nos invités. Une expérience positive avec l'URSSAF, une expérience tout court. Rien de spécial, je ne sais pas. Il fait 1m93, hein, mais... 85, on s'appelle. Étonnamment, moi, c'est que du positif, effectivement. Et c'est bien. J'étais très agréablement surpris. Enfin, pour une boîte qui démarre, en tout cas, de geler tout de suite les charges. Et effectivement, vous parliez du sacro-saint des charges salariales. Ça a été une surprise très agréable et ça donne du souffle tout de suite, même au démarrage. Donc voilà. Si on peut faire un peu de pédagogie, en fait, c'est que la part salariale, pour ceux qui ne le sauront pas, c'est quand même de l'argent que l'entrepreneur prend aux salariés et qu'il reverse à l'URSSAF. Si d'aventure il ne les paye pas, c'est du vol. C'est très simple, c'est du vol. Après, les parts patronales, c'est l'argent de l'entreprise. S'il ne les paye pas, là, il y a échange. Et on peut mettre en place un plan d'appurement de la dette s'il y a des soucis de trésorerie. Mais sur les parts salariales, ce n'est pas de l'argent qui appartient à l'entrepreneur. Donc, il n'a pas à les garder. Ok, très bien. Vincent Macoy, je me tourne vers vous, donc représentant Pôle emploi, chef de projet Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, tout à fait. Sur les énergies renouvelables, entre autres. D'accord. Et conseiller par ailleurs à 10% de montant. Très bien. Et on a tenu à ce que vous soyez présent aujourd'hui parce que il nous semble que Pôle emploi, pour un projet qui démarre, souvent est un partenaire important. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques-unes des missions importantes? Tout à fait. Pour un projet qui démarre, oui. Même pour un projet en développement, par ailleurs aussi. Pour un projet qui s'arrête. Laissez bien le micro. Oui, pardon. Voilà, pour un projet qui s'arrête, c'est également le cas. Alors aujourd'hui, Pôle emploi en Auvergne-Rhône-Alpes, en tout cas, c'est 30 000 demandeurs d'emploi accompagnés vraiment dans le cadre de cette activité-là, de la création d'entreprises. Dans un réseau de 95 agences qui sont réparties sur tout le territoire. Voilà ce qu'on peut dire, en tout cas sur le point de vue statistique. Pôle emploi, donc acteur historique du coup de l'accompagnement et de l'indemnisation des demandeurs d'emploi, se situe aussi dans une constellation partenariale et c'est surtout là-dessus que nous avons notre carte à jouer. Le conseiller qui reçoit un créateur d'entreprise, lui, se positionne comme conseiller en évolution professionnelle, très rarement dans une zone d'expertise de son marché. Et c'est là, en fait, où il va falloir co-construire avec le conseiller Pôle emploi. D'accord. Et donc, très concrètement, est-ce que vous pouvez me donner quelques exemples d'accompagnement Alors, des exemples d'accompagnement, effectivement, nous accompagnons donc les demandeurs d'emploi vraiment à la naissance du projet par justement notre réseau partenarial dont fait partie l'ADI notamment, mais aussi tout un réseau associatif selon les territoires. Nous sommes en mesure de prescrire des accompagnements délégués, des suivis délégués. Nous avons aussi toute une offre de services de prestations qui permettent de déceler et de consolider un projet de création d'entreprise à travers une prestation qui s'appelle Active Créa, qui est assez connue, qui est assez appréciée d'ailleurs des demandeurs d'emploi. On a des très bons retours là-dessus. Pôle emploi, c'est également très concrètement sur la partie financière, ex-ACEDIC, où nous accompagnons aussi les demandeurs d'emploi, à travers le maintien des allocations chômage, mais aussi le versement des allocations sous forme de capital. Alors, pas tout, justement, on en garde une partie, 55% pour être exact, en cas de clôture de l'entreprise pour justement permettre à la personne de rebondir. D'accord. Voilà. Par ailleurs, du coup, effectivement, notre rôle, c'est aussi de consolider un projet professionnel dans l'échange avec le porteur de projet. C'est pour ça que nous finançons aussi des actions de formation pour les porteurs de projet, pour les créateurs. Voilà. Tout ça, effectivement, sur la base d'un échange, d'une observation. C'est vrai que quand un porteur de projet rencontre un conseiller Pôle emploi, il peut avoir une tendance à avoir tout de suite son idée et ne pas suffisamment l'expliciter. Je le redis, le conseiller Pôle emploi, lui, est vraiment assez vierge sur les secteurs d'activité, surtout dans le cadre de la création d'entreprise, où parfois, en fait, on ne connaît pas du tout le marché. Voilà. Nous, notre position, elle est très transversale, elle est très généraliste. Donc, aux porteurs de projet d'embarquer le conseiller, puisque
le financement d'une formation, par exemple, bien, c'est bien de l'argent public, hein. Donc nous avons quand même des consignes de pas le distribuer comme ça sur demande, de pas signer les chèques en blanc, si je puis dire. Pour autant, on est très sensible. L'objectif final, c'est bien le retour à l'emploi des personnes. Et de l'emploi durable. Il ne s'agit pas de les radier pour les réinscrire le mois suivant, comme j'ai déjà pu entendre. Donc, de la formation, des ressources et aussi du relais par rapport à tous vos partenaires. Tout à fait, ouais. Très bien. Alors, je me retournerai vers vous en fonction des questions. J'ai quelques questions, donc je vais d'abord... Oui. Non, mais vas-y, maintenant que... Je t'en prie. Donc, Étienne. Oui, j'ai aussi eu affaire à Pôle emploi en tant que rebondisseur. Alors, en tant que mandataire social, on n'a pas le droit à grand-chose, c'est normal, on ne cotise pas. Par contre, il y a un point qui a été très positif pour moi, enfin 2 points. J'ai pu bénéficier d'une PMSMP, je crois que ça s'appelle une période de mise en situation professionnelle, une période d'immersion. Même en tant que mandataire social, j'y avais droit quand même. Il suffit d'être demandeur d'emploi. Donc, j'ai pu être demandeur d'emploi. Le jour où on n'a plus d'emploi, on peut être demandeur d'emploi. C'est assez simple. Voilà, ça m'a permis de faire un stage chez un maraîcher pendant 1 mois et d'avoir une convention de stage. Parce que pour pouvoir faire un stage, il faut une convention. Donc, ça m'a apporté un statut social, en fait. Tout à fait. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que pour ma formation de maraîcher, c'était une formation d'1 an et qui coûtait 10 000 euros et qui a pu être cofinancée avec la région. Mais Pôle emploi était la porte d'entrée. Et voilà, en tant que porteur de projet, 10 000 euros, c'était sympa aussi. Et donc ça apporte vos aussi. exemples sont assez parlants puisque effectivement vous faites référence à la période d'immersion. Donc c'est bien une convention qui est signée avec Pôle emploi ou un autre service public de l'emploi qui peut être la mission locale ou Cap emploi, et donc un porteur de projet ou un demandeur d'emploi et une entreprise, afin de sécuriser toutes les parties. Vous faites également référence au financement de formation. Donc effectivement, Pôle emploi a une offre de services de formation qui est limitée en termes de quantification. Par contre, nous, notre relais, c'est vraiment la région, qui est un porteur historique de financement de formation. Donc, oui, exemple très parlant. Merci. Merci beaucoup et qui n'était peut-être pas forcément connu. Donc, c'est intéressant d'avoir les retours d'expérience. Alors, je me tourne maintenant vers vous, Étienne Taponnier, donc directeur Auvergne-Rhône-Alpes de l'ADI. Bonjour. Qu'est-ce que l'ADI ? Alors l'ADI est une association qui, depuis 30 ans, défend l'idée que tout le monde peut devenir entrepreneur, quelle que soit sa situation financière, ses diplômes, ses relations, et qui concrètement propose en fait un financement et un accompagnement aux personnes qui n'ont pas réussi à obtenir un financement bancaire pour créer ou développer leur activité. D'accord. Combien de projets vous accompagnez sur une année ? Alors sur la région, donc l'ADI est une association nationale, mais je vais essentiellement citer des chiffres sur la région Auvergne-Rhône-Alpes dont je suis responsable. C'est une équipe d'une 40aine de permanents salariés, à peu près 150 bénévoles. On a financé un petit peu plus de 25 000 entreprises à ce jour, dont 2 700 à peu près en 2020 sur la région. D'accord. Et donc concrètement, votre accompagnement se passe comment ? Alors, les personnes qu'on finance sont, pour la très très grande majorité d'entre eux, demandeurs d'emploi ou bénéficiaires des minima sociaux pour près de 40% d'entre eux. Ce sont des petites sommes qu'on leur prête, parce qu'au maximum, on peut leur prêter jusqu'à 12 000 euros avec un microcrédit, auquel on peut proposer en complément des outils de prêt d'honneur ou de subvention. On a la chance d'avoir un partenariat qui fonctionne depuis longtemps avec le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, qui nous permet, en complément des microcrédits, d'apporter petite touche sous forme de subvention, de prime, en moyenne aujourd'hui de 2 000 euros. Et ensuite, c'est tout un accompagnement alors qui est à la carte et en fonction des besoins de la personne, que ce soit sur les aspects administratifs, commerciaux. Et aujourd'hui, c'est vrai que cette dimension d'accompagnement, elle est particulièrement importante. Donc on intervient pour des gens qui ont un projet de création d'entreprise, mais aussi, et de plus en plus, pour des gens qui se sont lancés tout seuls, qui ont une activité qui peut avoir plusieurs années et qui n'ont toujours pas réellement de relation étroite avec leur banquier et qui n'arrivent pas à obtenir un financement pour se développer. D'accord. Et en moyenne, l'accompagnement dure sur plusieurs années, sur combien de temps ?
Alors, il n'y a pas forcément de durée. C'est-à-dire qu'effectivement, tant qu'ils ont un prêt en cours de remboursement, donc si on prête jusqu'à 10 000 euros, on est sur 48 mois. Donc, c'est au moins toute la durée de remboursement. Mais on a des entrepreneurs qui sont soit très vite autonomes et qui vont nous contacter 2 ans après parce qu'ils ont une question un peu précise sur leur première embauche particulièrement. Après, on essaye quand même, nous, de maintenir le contact avec eux très régulièrement pour leur rappeler qu'on est à leur disposition. Et pour, même s'ils n'ont pas forcément verbalisé une difficulté, échanger avec eux et éventuellement pointer qu'il y a peut-être certains axes qui pourraient être un peu travaillés. D'accord. Et quel conseil vous donnez aux créateurs ou qui nous écoutent ? C'est vrai qu'aujourd'hui, créer une entreprise peut être une idée qui peut sembler un peu contre-intuitive. On a quand même passé une année 2020 terrible. On est en début d'année, là, aujourd'hui, avec toujours beaucoup d'incertitudes. Et nous, on a développé énormément d'accompagnement auprès des entrepreneurs qu'on avait aidés. On a à peu près 6000 d'entre eux qui avaient un prêt en cours de remboursement. Donc, quasiment un à un, tous les mois, on essayait de prendre contact pour essayer au maximum de trouver des solutions pour les aider. On a fait aussi régulièrement des enquêtes pour un petit peu prendre le pouls et pouvoir aussi interpeller les pouvoirs publics sur aujourd'hui la situation des petits entrepreneurs. Et donc ces enquêtes, il y en a une qui vient de sortir, qu'on a fait en tout début d'année, on en a fait en avril, en juin, montre d'une part la violence quand même de cette crise pour beaucoup d'entre eux. Pour 60% d'entre eux, ils ont perdu 50% de leur chiffre d'affaires. Et donc pour beaucoup, ils n'avaient pas beaucoup de trésorerie d'avance. Ça a été très très difficile. On est admiratif de leur combativité aujourd'hui, c'est absolument remarquable. Pour autant, cette confiance, malheureusement, elle commence un petit peu à sérieusement s'émousser. Ils étaient à plus de 60%, ils se déclaraient en juin confiants sur l'avenir. Ils sont à peine à plus de 40% aujourd'hui. Et on plaide pour que les dispositifs publics qui ont été mis en place, qui pour certains ont été vraiment efficaces, je pense notamment au fonds de solidarité, soient maintenus. Parce que ce début d'année, en fait, la reprise, elle va prendre probablement bien plus de temps et que notamment que le fonds de solidarité soit réactivé pour tous les secteurs d'activité jusqu'à ce que l'activité redémarre réellement. Parce que s'ils sont 40% à se déclarer confiants aujourd'hui sur l'avenir, si les aides sont réactivées, notamment le fonds de solidarité, on passe à 94%. D'accord. Donc un gros travail d'interpellation aujourd'hui, nous, notamment des pouvoirs publics, pour que, en l'occurrence, le fonds de solidarité soit réactivé. Vous me permettrez quand même d'insister sur le fait qu'il existe quand même d'autres dispositifs qui fonctionnent toujours aujourd'hui, et notamment ceux mis en place par le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes avec des collectivités locales, dont la métropole de Lyon ou la Banque des Territoires. Et aujourd'hui, sur le site du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, vous trouverez différents dispositifs qui, à ce jour, sont toujours opérationnels jusqu'au moins à la fin du premier semestre 2021, et notamment des prêts à taux zéro, des prêts de trésorerie, ce qu'on appelle le fonds région uni, qui peuvent aller jusqu'à 30 000 euros et qui sont accessibles aujourd'hui à une très grande palette d'activités, que ce soit des associations, des entreprises, des entrepreneurs individuels, des micro-entrepreneurs. Ces dispositifs existent. L'ADI fait partie des organismes qui se sont mobilisés pour étudier ces demandes de prêts d'urgence. Donc il ne faut pas hésiter à vous renseigner, et le site du Conseil régional est aujourd'hui quand même une porte d'entrée importante. D'accord. Et alors, en préparant cette table ronde, on a eu un échange sur le fait que très souvent, en fait, les créateurs commençaient leur projet sous-financés, n'osaient pas aller chercher un financement autre que leur financement personnel, et alors que c'était souvent possible, et qu'ils se tournaient vers leur banquier souvent à un moment donné où malheureusement leur situation faisait que c'était refusé. Vous avez tout à fait raison. Alors, c'est vous qui l'avez dit. Avant de répondre à cette question, peut-être par rapport à la dimension un peu contre-intuitive de créer son entreprise aujourd'hui, pointer quand même l'extraordinaire vitalité de la création d'entreprise. Dans notre région, en 2019, on a passé le cap des 100 000 entreprises créées. Donc, c'était plus de 24% par rapport à 2018, ce qui est du jamais vu. Et 2020, malgré tout ce qui s'est passé, on est à plus de 4% au niveau des créations d'entreprises dans notre région. Et c'est notamment le cas des entrepreneurs individuels qui représentent une très grande majorité de ces créations d'entreprises, parce que c'est près de 77% des créations d'entreprises en 2020 dans notre région, ce sont des entreprises individuelles. Plus de 79 000. Donc c'est une dynamique qui est quand même assez incroyable.
Et pour revenir à votre question sur le financement, c'est vrai qu'on entend aujourd'hui trop souvent des personnes se dire, dans un premier temps, je préfère y aller tout seul. C'est logique parce que d'une part, ils veulent avant tout être indépendants et ils se disent, dans un premier temps, je vais tester mon activité, je verrai plus tard. Et malheureusement, c'est quand même une réalité. Aujourd'hui, à peu près 75% des entrepreneurs se lancent en autofinancement intégralement leur projet. Et ça peut être aussi un piège. C'est-à-dire qu'on voit trop souvent des personnes qui réalisent a posteriori qu'effectivement, ils ont eu un chiffre d'affaires qui a décollé bien plus lentement que ce qu'ils espéraient, qu'ils ont eu des dépenses un peu plus importantes que ce qu'ils avaient prévu. Et donc, il faut arriver à se projeter. Si dans 6 mois, quand vous vous lancez, si dans 6 mois, vous imaginez avoir besoin potentiellement de 5 ou 10 000 euros, il vaut mieux savoir avant de démarrer qui pourra vous les prêter ou vous les donner. Et si vous ne trouvez pas de solution autour de vous renseigner dans l'écosystème dont on y revient, au niveau de leurs banquiers, au niveau d'associations, comme l'a dit, mais on a aussi d'autres acteurs qui interviennent. Je pourrais citer notamment les réseaux France Active, Initiative et Entreprendre, qui sont aujourd'hui des réseaux frères avec lesquels on travaille de façon très complémentaire. Et donc, on est là pour aider la personne à ne pas mettre toutes ses économies dans le démarrage de son projet et aussi être à ses côtés pour l'accompagner devant toutes les étapes. Et on sait qu'il y a des moments qui sont quand même un peu plus difficiles que d'autres. Merci beaucoup. J'ai découvert, l'a dit en préparant cette table ronde, donc merci beaucoup. Et j'invite les personnes qui seraient intéressées à aller en savoir plus sur votre site. Voilà, par exemple. www.adie.org. Merci. Alors, j'ai 2 questions. On va aller très, très vite parce qu'on est en retard, mais c'était prévu. Comment Pôle emploi accompagne-t-il un entrepreneur créateur concrètement ? Alors là, la réponse rapide, par contre. Quand l'objectif affirmé est le retour à l'emploi durable, on reçoit souvent des offres d'emploi, mais pas assez, voire pas du tout d'accompagnement en tant que créateur. Vous avez 30 secondes. Je dirais à la personne qui a posé cette question, peut-être de la poser directement à son conseiller. Alors, je ne veux pas botter en touche. J'imagine qu'elle n'a pas eu la réponse. Oui. Alors, effectivement, peut-être que l'accompagnement, il faut savoir qu'on a plusieurs typologies d'accompagnement selon le besoin de la personne à Pôle emploi. Peut-être que l'accompagnement n'est pas approprié. Quand on repère qu'une personne est vraiment très autonome dans sa recherche d'emploi ou dans sa construction de projet, elle peut être envoyée sur un portefeuille vraiment en autonomie, c'est-à-dire avec un contact très diffus avec son conseiller. Peut-être que ce n'est pas l'accompagnement qu'il faut. Il faut que cette personne puisse s'ouvrir avec son conseiller sur cette question. Aucun conseiller en fait ne prend ça pour un échec personnel. Alors après, je n'ai pas le don d'omniscience sur toutes les agences, mais en tout cas, voilà. Si effectivement des choses, la personne estime ne pas avoir réponse à sa sollicitation, je fais aussi, nous avons aussi des services de médiation, Pôle emploi, donc bien entendu, il ne faut pas hésiter à les solliciter pour quoi que ce soit. Insister pour vérifier si tout à fait, qu'elle ne peut pas être accompagnée. Ok. Et une question concernant l'URSSAF. Est-ce que l'URSSAF et le RSI sont-ils toujours séparés ? On me dit de me créer en SASU plutôt qu'en SARL. Ça bouge pour ne pas avoir affaire au RSI. Pareil, il y a plusieurs questions. Malgré votre taille, 30 secondes. Alors d'abord, le CESU, c'est quelque chose... Si j'ai bien compris, c'est le CESU dont on parle. Oui. Alors le CESU, ça n'a rien à voir avec une SARL. SASU, non pardon. SASU. On me dit de me créer en SASU. Ouais. Plutôt qu'en SARL. Ce qui est sûr, c'est que pour répondre à la première partie de votre question, le RSI est intégré maintenant au sein de l'URSSAF. Nous pratiquons la collecte. Le RSI garde une partie de répartition et notamment une partie de contrôle à sa charge. Je pense à la commission d'arbitrage, puisqu'ils ont une commission de recours amiable. Ils ont une commission de recours amiable qui leur est dédiée, mais le RSI est maintenant intégré au sein de l'URSSAF. C'est un service spécialisé, dédié complètement aux travailleurs indépendants et aux TPE. Voilà. Donc après, sur le statuts... sur le SASU, je ne sais pas trop ce que c'est pour être très franc. En fait, ça doit un petit peu. Parce je qu'on vous dire peut des être... bêtises et faire le politique de bas niveau, non, mais je n'y arriverai pas. Très bien. Non, après, peut-être se rapprocher à nouveau de son conseil. Je conseille à la personne d'aller voir son conseil, son expert comptable ou avocat, parce qu'avec la SASU, peut-être qu'il peut avoir un statut de salarié. Si le conseil a été donné par un expert comptable, je pense que globalement, il n'y a pas d'erreur. On va dire ça. Ça tombe bien, on va en accueillir un bientôt, je pourrais lui demander.
Merci beaucoup, messieurs. On va passer à la deuxième table ronde, donc sur le développement. Développement et stabilisation de son projet. Et pour